Bonjour à tous, c'est Clément de Peuple Vert. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la formation. L'objectif, ça va être de revenir un peu sur la première partie de saison de chacune des trois équipes, donc N3, U19 et U17, et de faire un petit peu un focus sur quelques joueurs qui nous ont plu et peut-être aussi mettre en avant des joueurs qu'on n'avait pas mis pour certains en avant dans les podcasts précédents. Donc, je suis comme d'habitude en compagnie de Sylvain, Green Prospect sur Twitter. Comment tu vas, Sylvain? Je vais bien, merci. Et toi, c'est toujours un plaisir de partager un podcast en ta compagnie et puis de faire un peu ce bilan de cette première partie de saison qui est quand même vachement positif du côté de la formation. C'est ça, c'est ça. Alors ça a été un peu compliqué pour la réserve, comme on va y revenir dans quelques instants. Mais globalement, comme, depuis plusieurs années, le bilan reste, très positif. Donc on va commencer tout de suite avec, comme je l'ai dit, l'équipe réserve qui pointe à la 4e place avec 18 points, à la trêve hivernale, à égalité avec, l'Olympique Lyonnais, mais l'Olympique Lyonnais qui a un match en retard. Au niveau de la réserve, on a eu des grosses difficultés, niveau classement quand même, de fin septembre à novembre avec des résultats, avec 0 victoire, il me semble. Mais une équipe qui est quand même là depuis trois rencontres, reste sur, 3 succès et 9 buts inscrits. Donc Neder et son groupe, ont fait preuve quand même de beaucoup de résilience et au final, on arrive à une situation comptable qui est, très correcte. Le groupe réserve a clairement relevé la pente. Et c'est d'autant plus admirable quand on sait que, l'équipe réserve, c'est toujours compliqué. On a des joueurs qui peuvent être appelés en pro, on a des joueurs qui ont été blessés sur cette première partie de saison. On pense notamment à Djai, qui est quand même un élément important du groupe N3. Mathis Amougou aussi, qui n'a pas été là pendant la coupe du monde U17. C'est important de le dire aussi, mais maintenant il y a beaucoup d'équipes réserves, qui jouent en N3, le maintien ou bien qui sont tout simplement en R1. Donc et on précise, mais pour les équipes qui jouent en N2, c'est des équipes qui sont en position très favorable et qui pourraient descendre. Donc voilà, au final, jouer, plutôt le haut du tableau en N3, être dans une situation où, tu pointes bien au classement pour une réserve d'équipe professionnelle, aujourd'hui en France, c'est de plus en plus rare. Et donc voilà, avec ce groupe jeune-là que la réserve a, tous les changements de joueurs qu'il peut y avoir chaque week-end, franchement, c'est très honorable d'avoir, su, remonter la pente comme ça. Et le groupe réserve, au final, est dans une situation, plus que convenable à la trêve. Ouais, elle est dans une situation plus que convenable. Il y a vraiment eu 3 périodes en fait pendant cette demi-saison de la réserve. Il y a eu la première période post-préparation. On a eu beaucoup de jeunes qui ont commencé la saison avec le groupe professionnel, qu'on a d'ailleurs vu pour beaucoup lors des matchs amicaux. Et puis, ils ont su surfer sur cette bonne dynamique en faisant des bons premiers résultats, notamment en gagnant à Espali, en gagnant contre Chassieux, en faisant match nul contre Feur. Bref, ils ont assez bien fait tourner le compteur point. Et puis après, il y a eu véritablement un trou qui a suivi durant la période, je dirais, octobre-novembre, avec 2 points pris sur 18 possibles. Et puis, sur les 3 derniers matchs, alors que la réserve était dans une situation comptable assez critique, on est allé gagner à la fois contre Valence, contre Vaud et contre le leader Saint-Priest lors du dernier match. Et c'est vrai que ça change totalement le bilan de cette demi-saison parce que voilà, on pointe à une 4e place qui est très honorable dans un championnat qui est ultra homogène où chaque équipe peut se battre. Donc ça reste intéressant. Et puis en termes de formation, on joue hyper jeune en plus. Donc c'est tout bénéfique pour le groupe. On avait fait le choix de mettre en lumière quelques garçons. Le premier, c'est un garçon qui revient, qui est connu quand même. Il s'appelle Boubacar Fall. Donc c'est un gardien qui a fait un match professionnel la saison dernière contre le Stade Malherbe de Caen à Geoffroy Guichard. C'est un gardien qui a été victime d'une blessure au genou qui l'a éloigné des terrains pendant une longue période. Ça a été en février ou mars dernier, si je ne dis pas de bêtises. Et ce gardien de 22 ans revient depuis 3-4 matchs et il est un des grands artisans de la série de victoires en cours là, que la réserve est en train de faire. Donc voilà, c'est un joueur qui est arrivé en provenance du partenariat de Guédiawaye au Sénégal, même si au moment de son arrivée, le partenariat n'était pas encore officiel. C'est un garçon qui aura son mot à dire et qui pourrait peut-être même être prêté durant la trêve parce qu'au regard du nombre important de gardiens que nous avons et surtout au regard de la qualité de Isiaka Touré, voire même de Noah Delacroix ou Matteo Mbosivier, ce serait peut-être dommage
d'empêcher les jeunes de progresser. Et en même temps, lui, je pense qu'il a besoin d'aller se frotter à un niveau supérieur que la N3 désormais. Bah, c'est ça, en fait, on a beaucoup, beaucoup de gardiens à la formation. Comme tu as dit, Humbo et Delacroix et Issaka Touré, c'est 3 gardiens qui, potentiellement pourraient jouer des matchs en réserve. Donc c'est vrai qu'avoir un peu cet embouteillage-là, pardon, et cette concurrence entre Touré et Fall, qui sont 2 gardiens qui en soi mériteraient de jouer, ça peut être un peu compliqué, donc on peut imaginer potentiellement après. Mais oui, son retour a fait beaucoup, beaucoup de bien. Retour d'ailleurs qui correspond avec la suspension, de Touré, pour paris sportifs, mais il va revenir, là très prochainement et ouais, non, 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 c'est vraiment un retour qui a fait beaucoup de bien. Bon, c'est les qualités qu'on lui connaissait, hein. C'est un gardien qui est très, très grand, environ 2 mètres, qui est très bon sur sa ligne. Ce qui posait un peu souci, avant sa blessure, c'était, quelques erreurs de concentration qu'il pouvait y avoir. Mais là, très clairement, il revient fort et il montre qu'il faudra peut-être compter sur lui sur le moyen long terme, même si on sait toujours que le poste de gardien, c'est beaucoup plus compliqué de s'imposer dans le monde professionnel. On enchaîne avec le joueur suivant, Beres Owusu, donc défenseur central de 20 ans, qui est arrivé de Sarcelles, qui a d'abord joué en U19 puis qui est maintenant en réserve. Vous le connaissez très probablement parce qu'il a joué les 2 matchs de coupe de France, face à Bourg-en-Bresse et face à Nîmes lors de l'élimination. Beres Owusu, il est sous contrat pro jusqu'en 2025 depuis 1 an. C'est un joueur qui se caractérise vraiment par, 2 aspects, je trouve. De un, il est polyvalent, car il est formé comme, milieu de terrain, mais il peut aussi jouer latéral et comme j'ai dit du coup précédemment, il s'est fixé en tant que défenseur central vraiment et c'est un joueur qui je trouve est super fiable. C'est pas forcément un gros crack, mais c'est un joueur qui fera, je pense, sa petite carrière de football professionnel. C'est un joueur complet, il est bon dans les duels, il est bon au niveau des relances. C'est un joueur qui a une bonne lecture du jeu, voilà. C'est un défenseur complet. C'est pas forcément toujours très, très impressionnant, mais c'est vraiment un joueur qui performe, bien en réserve et la récompense, elle est là avec ces 2 matchs en coupe de France et on espère pour lui que ça va suivre avec potentiellement des apparitions en Ligue 2. Mais voilà, c'est un joueur qui vraiment, fait sa demi-saison et sur qui il faudra peut-être compter, dans la défense à la SSE. On sait qu'il y a la CAN avec Batou Binzika qui va partir, pourquoi pas le voir faire, au moins des bancs. C'est clair. Et puis au-delà de ça, en plus, c'est un garçon qui est sous contrat jusqu'en 2025, donc qui a encore 1 an et demi. C'est un garçon que les entraîneurs apprécient régulièrement d'avoir dans leur groupe parce que finalement, c'est un garçon qui fait pas de bruit, qui est fiable, sur lequel on peut compter. S'il joue, il fait le boulot. Son match contre Bourg et son match contre Nîmes ont été intéressants, à la hauteur de ce qu'on peut espérer d'un jeune joueur. Donc voilà, c'est tout bénef et c'est à lui de continuer sur cette dynamique-là et de poursuivre sa progression. On va ensuite parler de l'attaquant Enzo Maïla, donc attaquant né en 2006, qui est issu de Joinville avant d'arriver au centre de formation. Je crois qu'il avait également fait une piche du côté de Paris Atlético avant d'arriver au centre de formation. Il a profité de la blessure de Hotman pour acquérir du temps de jeu en équipe réserve. Il est actuellement à 3 buts avec l'équipe réserve, donc ça fait de lui l'un des meilleurs buteurs de l'équipe. C'est un profil ultra atypique car il est très grand. Il fait au moins, je pense, il est entre 1,95 et 1,97. Il va très 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 vite. Vraiment un gaucher avec une vitesse folle et avec ce profil-là, c'est assez étonnant parce que c'est rare d'avoir des joueurs rapides de grande taille comme ça. C'est un garçon qui est très généreux dans l'effort, qui est capable d'avoir un profil finalement assez complet parce qu'avec sa grande taille, il peut jouer dos au jeu, mais en même temps, c'est un joueur de profondeur et un avaleur d'espace parce qu'il va très très vite. Donc voilà, il présente un profil assez intéressant et sa demi-saison est vraiment encourageante, à savoir qu'il est dans ses 6 derniers mois de contrat aspirant et que voilà, à la fin de saison, il y aura une proposition du club. Reste à savoir si ce sera stagiaire professionnel ou professionnel. On le saura assez rapidement, à mon avis. Ouais, bah, je te rejoins totalement, hein. Alors c'est un joueur peut-être qu'on n'attendait pas forcément avec un rôle si important en M3, mais là, comme tu as dit, la blessure de Hotman a fait que. Et au final, on se retrouve avec un garçon qui a beaucoup joué en réserve et qui a performé vraiment. Comme tu as dit, profil atypique. Moi, c'est vraiment parce que des fois, quand on voit des buteurs comme ça, très très grands, on s'attend à des pivots qui vont pas être mobiles,
qui vont pas forcément être à l'aise balle au pied. Mais lui, non, franchement, comme tu as dit, il a un profil très complet, qui sait à la fois jouer dos au jeu, prendre la profondeur, qui n'est pas spécialement embêté avec ses pieds et qui, c'est quand même assez important pour un attaquant, est capable de marquer des buts. Donc non, franchement, demi-saison pleine de promesses et moi, voilà, je le vois pourquoi pas aller chercher le contrat pro, clairement, en fin de saison. Oui, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il n'est pas très loin de ça et les 6 mois qui vont venir vont être très très importants par rapport à ça. Clairement. Et ben, on va passer au dernier joueur, de la réserve qu'on va évoquer. Bah, c'est un classique, hein, je crois qu'on l'a fait, à chaque podcast qu'on a fait ensemble. C'est Cherfal, donc milieu de terrain, né en 2004. Il avait déjà fait une saison pleine en réserve la saison dernière, mais là, il confirme très clairement sur cette première partie de saison. C'est sûrement le meilleur joueur de l'équipe, je pense qu'on peut le dire. Bon, on a déjà présenté le profil, comme je l'ai dit sur les podcasts précédents, mais voilà, Cherfal, c'est un milieu qui est costaud, qui a plutôt une bonne qualité de passe, qui sait se projeter. Voilà, vraiment un milieu très complet, qui est aussi fort de la tête, qui marque des buts, 3 cette saison, pour l'instant. Il a fait 2 apparitions, cette saison en professionnel. Une face à Bourg-en-Bresse, où il était entré en fin de match, et une face à Guingamp, où il était aussi entré en fin de match, juste avant le licenciement de Laurent Batles. Voilà aussi un joueur issu du partenariat avec Guédiawaye au Sénégal, donc un partenariat vraiment qui produit quand même des joueurs de qualité et voilà, Cherfal, c'est un joueur qui alors doit encore peut-être s'affiner un peu techniquement sur certains aspects, mais qui est vraiment en constante progression et qui, s'il continue comme ça, doit, selon moi, soit aller taper à la porte de l'équipe pro, soit partir en prêt. Mais voilà, rester encore 6 mois de plus en réserve, alors que ça va faire 1 an et demi qu'il performe à ce niveau-là, ça commence à devenir peut-être un peu trop long. Donc voilà, moi je le vois bien aller chercher, pourquoi pas un prêt cet hiver. Ça serait bénéfique pour lui, c'est clair. Il a besoin maintenant d'aller se frotter à un niveau supérieur de la Nationale 3. Il a marqué 3 buts lors de la demi-saison alors que c'est un milieu de terrain récupérateur. C'est un garçon qui est capable de se projeter, qui est capable de marquer des buts, qui a un énorme volume de jeu, qui est assez propre techniquement. Sincèrement, il aurait tout à faire dans des effectifs de National 1. Ça ne me choquerait absolument pas et je pense que pour sa progression, c'est ce qu'il faudrait. Voilà, c'est avec Boubacar, Cher, c'est les 2 joueurs qui, je pense, devraient profiter d'un prêt cet hiver si le club leur trouve des options. Et ça serait grandement bénéfique pour eux, vraiment. Alors on va enchaîner avec l'équipe U19, vu qu'on en a fini maintenant avec la réserve. Donc les U19 qui sont coachés cette saison par Patrick Moreau. À la trêve, ils sont 4e avec 23 points au niveau du classement et ils sont seulement à quelques longueurs des playoffs. Donc pour l'instant, tout reste jouable pour pourquoi pas rallonger un peu la fin de saison. En Gambardella, la SSE affrontera la Jeune Entente toulousaine au prochain tour après avoir battu Nivolais en décembre. Donc toujours en course également en Gambardella. Voilà, puis il faut noter quand même que les U19 ont un match en moins que ceux qui sont devant eux. Ils joueront contre Herbel un match à huis clos qui doit être rejoué suite à un match qui a été arrêté. Donc voilà, en cas de victoire, ils seraient clairement dans la course pour les playoffs puisqu'ils seraient à 1 point des playoffs. Ils sont actuellement à 4 points, sachant que Herbel fait partie des 4 équipes qui bagarrent aussi pour accrocher ces playoffs à l'instant T. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faudra surveiller. Et on ne sait pas encore quand le match sera joué, mais ça devrait être assez rapidement défini. On va parler un petit peu des jeunes qui performent dans cette équipe. Le premier, c'est Nadir El Jamali. Donc, milieu offensif gaucher de la génération 2007. Il est issu de Clairefontaine, du pôle espoir de Clairefontaine, et il évoluait au Blanc-Ménil. Donc, c'est à nouveau un joueur de la région parisienne. C'est un joueur qui a joué la majeure partie du temps avec le groupe U19, même s'il a fait quelques matchs avec les U17, notamment les gros matchs contre Nice et contre Lyon. Voilà, c'est un joueur qui est doté d'une technique et d'une qualité de passe bien au-dessus de la moyenne. C'est un joueur pour lequel on peut profiter d'une certaine polyvalence puisqu'il est à la fois utilisé comme numéro 10, comme relayeur ou bien même comme ailier. Il est utilisé comme ailier quelquefois avec les U19. En jouant faux pied notamment, il a
cette qualité avec son pied gauche qui lui permet d'être vraiment intéressant. C'est un des seuls joueurs de la génération 2007 qui joue en 19 nationaux et qui est titulaire régulièrement. Puisque Louane Gadegbeku, qui est, je pense, l'autre joueur qui pourrait postuler avec ce groupe, a été beaucoup embêté par les blessures depuis ce début de saison. Et voilà, il revient seulement et on devrait l'avoir dans le groupe U19 à partir de la deuxième partie de saison, je pense. C'est ça. Bah, comme tu as dit, c'est un joueur, enfin, c'est le seul 2007 à avoir autant joué en 19, donc ça veut dire quand même certaines choses. C'est un joueur que moi j'ai trouvé très élégant les fois où j'ai pu le voir. Franchement, c'est ouais, numéro 8-10, très, 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 très football, gaucher en plus, c'est toujours un plus pour moi. C'est une sensibilité particulière. Donc ouais, franchement, non, joueur comme on l'a dit, est surclassé. Et on voit bien aussi que quand il redescend en U17, il est quand même plutôt au-dessus. Donc voilà, quand il jouait avec sa catégorie d'âge, il est quand même, je trouve, vraiment en avance. Donc c'est un profil sur qui il va falloir compter pour les années à venir. Et on enchaîne avec le prochain joueur. C'est pareil, c'est un classique des podcasts formation, Gillian Nguessan, attaquant né en 2008, qui est au club depuis 2015 et qui, cette saison, commence à s'imposer réellement avec les 19 nationaux. Alors, pour un 2008, évidemment, c'est une précocité qui est quand même assez incroyable puisqu'on parle d'un joueur qui, en réalité, est un U16. Mais voilà, il enchaîne les matchs en 19 NAS ces dernières semaines, et il marque en plus, il performe. 6 buts en 19 nationaux, et puis, les matchs où il a joué en 17, il a aussi marqué puisqu'il a 9 buts dans ce championnat-là. J'ai regardé les statistiques tout à l'heure, il est dans le top 20, dans les 2 championnats, toutes poules comprises, au niveau des buteurs, alors qu'il a joué en fait 2 fois moins de matchs que tout le monde, vu qu'il alterne entre les 2 catégories et qu'il a seulement 15 ans. Donc voilà, c'est vraiment impressionnant au niveau de la précocité, un joueur de 15 ans qui joue en U19 et au niveau de l'efficacité puisqu'il marque en fait peu importe la catégorie dans laquelle il joue. C'est aussi l'attaquant titulaire de l'équipe de France U16. Donc voilà, vraiment c'est un garçon qui nous bluffe par sa précocité. Au niveau du profil, on l'a déjà dit sur les précédents podcasts aussi, mais c'est un attaquant qui est longiligne, qui a des déplacements très intelligents, qui est capable de jouer dans la profondeur, dans les pieds. Et voilà, c'est vraiment un buteur très complet. Et ce qui est frappant, c'est que voilà, peu importe le match, peu importe les situations, il marque. Il marque tout le temps. Et c'est vraiment quand même une qualité assez, assez importante. Et alors, ça va commencer forcément à s'intéresser à lui au niveau des gros clubs. Il va pas falloir que tout ça le perturbe. Après, c'est un garçon qui quand même, on pense à la tête sur les épaules, qui on espère est bien entouré. Mais voilà, ça va commencer vraiment à peut-être s'agiter un peu. Et il est encore sous contrat avec la SSE pour 1 an et demi. Mais voilà, c'est un joueur sur qui vraiment on espère que le club va miser et va sécuriser. Parce que franchement, voilà, en termes de précocité, d'efficacité, c'est assez, assez incroyable. Ouais, c'est incroyable. Et puis, il joue en 17, il marque 9 buts. Il joue en 19, il marque 4 buts. Et puis, il marque dans des matchs importants en plus. Hein. Il ne marque pas contre. Voilà. Encore ce week-end, il a marqué contre Montpellier avec le U19. C'est un garçon qui est redoutable dans la surface. Sincèrement, c'est assez impressionnant. Voilà. Il a marqué aussi en Gambardella 2 fois contre Nivolet. À partir du moment où tu le trouves dans la surface, c'est vrai qu'il a une capacité à se rendre décisif qui est assez bluffante. Et puis même en équipe de France, hein, sur les rassemblements qu'il fait, il marque au moins une fois à chaque fois. C'est vraiment un joueur, tu as l'impression que tu peux le mettre dans n'importe quelle catégorie, ça va faire un but à chaque fois. C'est vraiment assez, assez, assez bluffant. Bon, on a choisi de présenter que 2 joueurs pour les U19. On va passer du coup directement aux U17 nationaux, qui sont coachés cette saison par Frédéric Djougans. Ils sont premiers avec 32 points à la trêve et une avance qui, on peut le dire, est quand même assez confortable sur les concurrents. C'est une équipe qui est plutôt plaisante à voir jouer, voilà, qui a marqué 40 buts sur la demi-saison. C'est la meilleure attaque de la poule et ils ont gagné dans le derby. Ils ont gagné 8-0 contre Nice il y a quelques semaines.
voilà, c'est vraiment une équipe qui nous fait, enfin, c'est l'équipe qui fait la plus forte impression, clairement, sur les trois. Donc, franchement, non, félicitations à eux pour la première partie de saison. C'est pour l'instant très, très, très positif. Bah, c'est vrai qu'on se demande comment ce groupe-là va pas réussir à décrocher les playoffs. Ils sont supérieurs à toutes les équipes qu'il y a dans la poule. Ils ont une génération 2007 qui est vraiment, vraiment. De toute façon, on a une génération 2007 au club qui est vraiment intéressante, hein, avec des joueurs qui depuis plusieurs années performent vraiment. Voilà, on a battu Lyon dans le derby en étant là pendant la majeure partie du match en infériorité numérique. On a reçu Nice, qui était notre dauphin. Il y a eu 8-0 et une victoire dont enfin 8-0, c'est largement mérité. Ils auraient même pu en mettre plus tant la différence était grande entre les deux équipes. Voilà, et en plus, ce que j'aime bien sur le travail de coach Dugan qui a pris la catégorie cette année, c'est qu'il y a vraiment une volonté de faire jouer un grand nombre de joueurs, de faire évoluer un grand nombre de joueurs, de faire progresser un grand nombre de joueurs. Et du coup, à ce moment-là, c'est vrai que ça crée une belle alchimie et ça crée de belles choses. Donc voilà. Au niveau des joueurs sur lesquels on voulait parler, le premier, et c'est un peu un joueur qui risque de faire parler de lui, c'est un garçon qui s'appelle Paul Aymar. Donc c'est un milieu de terrain né en 2008 qui s'impose comme un titulaire indiscutable en U17 nationaux depuis quelques temps. Il a été freiné en début de saison par une blessure qu'il a tenu écarté des terrains pendant plusieurs semaines, mais depuis son retour, il s'impose vraiment comme un joueur de grand talent, gros volume de jeu, éducation exemplaire, travailleur. C'est un garçon qui est issu du pôle espoir de Lyon, qui a fait donc 2 saisons là-bas et qui peut vraiment amener une palette large au milieu de terrain, capable de marquer des buts. Il a marqué notamment à Clermont, capable de se projeter, très fort dans la récupération avec un volume de jeu qui est vraiment impressionnant. Et, euh, et voilà, c'est un garçon qu'il faut surveiller. Voilà, il a 16 ans, c'est un 2008. Il a 15 ans, pardon, c'est un 2008. Il a encore le temps de se parfaire, mais il a vraiment un potentiel qui amène à être surveillé et qui, je pense, pourra amener quelque chose à l'avenir à l'AS Saint-Etienne, au moins au sein du groupe réserve. C'est ça, bah, voilà, là, on parle de joueur 2008. Il fait partie de ces quelques joueurs-là à jouer beaucoup avec les U17 NAS. C'est un joueur aussi qui a connu sa première convocation en équipe de France U16 lors du dernier rassemblement. C'était une liste élargie U16 à venir de 34 joueurs, il me semble, et il faisait partie de ces 34 joueurs-là. Donc voilà, vraiment, c'est un joueur qui s'impose cette saison, moi que j'ai découvert cette saison personnellement. Mais franchement, pour l'instant, c'est très, 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 très fort. On enchaîne avec Elmi Benchiba, un ailier né en 2007. Il est au club depuis 2016, donc comme Nguessan, c'est un joueur qui est à la SSO depuis assez longtemps. Et c'est bien aussi parce qu'on a souvent tendance à mettre en avant les joueurs de la région parisienne. Mais voilà, ça prouve qu'il y a aussi des joueurs qui sont au club depuis de nombreuses années. Il avait déjà été surclassé en 17 NAS la saison dernière sur plusieurs entrées. Mais cette saison, il prend beaucoup plus d'importance dans ce groupe-là. C'est un titulaire. Au niveau du profil, un joueur très déroutant, qui a les 2 pieds, qui est continuellement, tout le temps dans le dribble, dans la provocation, dans la percussion. Voilà, donc c'est vraiment un joueur, franchement, pour qui on se déplace voir un match ou pour qui on allume l'ordinateur. Franchement, c'est vraiment un joueur plaisant à voir jouer, qui est aussi décisif parce qu'il a marqué 4 buts cette saison pour l'instant. Franchement, c'est un joueur, le type d'ailier, voilà, qui peut vraiment te débloquer des situations parce qu'il est sans cesse dans le dribble, dans la provocation. Et ça, c'est quand même super, super intéressant. Ouais, puis il a des jambes de feu. En plus, vraiment, ça démarre très, très, très vite. C'est capable de faire des vraies différences. Et puis, là où on l'attendait peut-être, c'est-à-dire dans les stats, ça va mieux cette année puisqu'il a déjà marqué 4 fois avec le groupe U17. Donc, ça, c'est intéressant. Et d'avancer par rapport à sa progression. Après, c'est un joueur qui a un fort caractère, qui est très, très déterminé et qui a évidemment, comme tous, envie de réussir.
mais il faudra que ça suive mentalement aussi pour lui et qu'il soit en mesure de s'accrocher aux différentes étapes qu'impose un cursus de formation de footballeur professionnel. On va ensuite parler de Mehdi Lutinzidé, donc le dernier, un ailier né en 2008, joueur qui était très attendu parce qu'il a été élu Panam Best Player la saison dernière lorsqu'il appartenait au club de Montfermeil, notre club partenaire. Il s'est imposé comme un élément incontournable en U17 nationaux et ça nous paraît évident tant il a des qualités. Il a marqué 5 buts. C'est un joueur ultra explosif, un gaucher, ailier, capable de faire de grandes différences, capable de jouer en neuf aussi. Je pense qu'il peut occuper les 3 postes offensifs. C'est un garçon qui est capable à tout moment de débloquer un match par un dribble, par une vitesse, par une course qui fait que voilà, il est assez impressionnant et il est tellement impressionnant qu'à 15 ans, il évolue déjà avec il a fait un bond avec le groupe U19. Donc voilà, comme Nguessan qui lui arrive à accrocher régulièrement une place de titulaire. Mehdi Lutin, lui, a fait pour la première fois ce week-end contre Montpellier un groupe et est entré une demi-heure avec les U19. Donc ça montre déjà l'attente et le potentiel qu'on voit en lui au sein du club. Et puis ça montre aussi que c'est un produit qui doit, c'est un joueur qui doit faire parler de lui dans les mois, années à venir. Bah, clairement, voilà, comme tu as dit, c'est un joueur 2008, c'est le deuxième à jouer en U19 au club de cette catégorie d'âge-là. Profil d'ailier vraiment très explosif, très rapide. Moi, j'ai en tête son action contre Lyon dans le derby, où il prend la balle, il élimine un joueur, 2 joueurs, il va à 2000 à l'heure au milieu du terrain, il se fait de la place tout seul et il envoie une passe magnifique, pied gauche en profondeur et au final, à la finalité de l'action, ça fait but. Vraiment, c'est un joueur qui peut débloquer des situations à lui tout seul et qui a une vitesse qui est, impressionnante. Donc franchement, voilà, pareil, joueur qui a fait le dernier rassemblement, comme, Paul Aimar, en équipe de France U16, avec la liste à venir. Donc, joueur sur qui il faudra vraiment, vraiment compter dans les années à venir. C'est, un des plus gros talents du centre de formation de la SSE, actuellement. Ouais, clairement. Et bah, Sylvain, je te remercie. On en a fini avec ce podcast, formation. Donc, voilà, on a choisi de présenter, certains joueurs dont on n'avait pas forcément parlé sur les podcasts d'avant pour certains. On espère que ça vous aura plu. Encore une fois, on rappelle, mais le but, c'est pas de dire que tous les joueurs qu'on a présentés sont des cracks absolus et qui feront tous une grande carrière. C'est simplement de présenter des joueurs qui sont en forme actuellement ou bien en qui on voit un certain potentiel. Et donc voilà, de vous partager ces informations-là et de faire un petit peu un point sur ce qui s'est passé durant ces quelques mois au centre de formation. Écoute, je te remercie pour ce tour d'horizon qui était une nouvelle fois, à mon avis, très enrichissant. Et puis, de toute façon, c'est quelque chose qu'on remettra dans les mois à venir pour évoquer en fonction des potentielles signatures ou même en fonction des choix qui vont être faits à la fin de l'année sur les joueurs conservés et les joueurs non conservés. Exactement. Et ben, je te remercie et puis, j'espère que le podcast vous aura plu et on vous dit à bientôt. À bientôt.